Stéphane Kremer, pour l'UMP. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, en préambule de mon intervention, comme l'a fait remarquer Madame la Présidente, et puisque les plus observateurs d'entre vous auront certainement constaté que notre groupe ne siège qu'avec seulement 11 élus ce matin, je souhaite remercier publiquement Jacques Grosperrin de sa présence à nos côtés depuis juillet 2010, mais aussi de sa confiance, de son soutien sans faille et de son amitié. Suite à son élection en tant que sénateur du Doubs, Jacques a fait le choix compréhensible de privilégier son travail au sein du conseil municipal de la ville de Besançon et son nouveau mandat parlementaire. Il va de soi que je ne manquerai évidemment pas cette belle occasion de féliciter notre collègue pour son élection au Palais du Luxembourg, aux côtés des autres élus franc-comtois de notre famille politique, que sont Alain Joyandet, Jean-François Longeau, Cédric Perrin et Michel Raison. J'adresse naturellement les mêmes félicitations républicaines à Martial Bourquin, qui a également siégé longtemps au sein de notre Assemblée régionale, tout en compatissant quelque peu à la solitude franc-comtoise qu'il doit désormais affronter au sein du groupe socialiste du Sénat depuis septembre dernier. Je formule bien évidemment le vœu qu'ensemble, aux côtés des deux sénateurs jurassiens, ils œuvrent quotidiennement dans l'intérêt de nos collectivités territoriales, dans un contexte politique national où elles sont plutôt malmenées. En effet, mes chers collègues, ce n'est pas l'ordre du jour de notre Assemblée plénière qui contredira ce constat, tant les décisions, réformes, contraintes, transferts de compétences et autres casse-têtes imposés par le gouvernement se font sempiternellement sur le dos des collectivités locales. D'ailleurs, Madame la Présidente, vous me permettrez de reprendre une formule rhétorique utilisée dans le document de présentation de vos orientations budgétaires, tant celle-ci reflète parfaitement la situation politique actuelle, qu'elle soit nationale ou régionale. Vous nous parlez d'une injonction paradoxale à laquelle les élus régionaux doivent faire face, c'est à la page 3 pour ceux qui ne l'ont pas lu. Injonction paradoxale. Sans vouloir faire offense aux amateurs avertis de sémantique, je me suis quand même penché précisément sur la signification de cette formule, qui est loin d'être anodine et qui m'a vraiment marqué lors de la lecture des rapports de cette Assemblée plénière. Étymologiquement, une injonction signifie un commandement express énoncé d'une manière formelle et impérative. En d'autres termes, il s'agit clairement d'un ordre, d'une décision arbitraire, unilatérale, qui s'impose à tous, sans possibilité d'en discuter ou d'y opposer des arguments contraires. Vous conviendrez qu'une injonction n'est pas forcément la plus belle image de la démocratie et que cela aurait discrètement tendance à nous rappeler quelques dossiers actuels. Quant au paradoxe, étymologiquement, cela signifie une idée contraire à l'opinion commune, une proposition allant à l'encontre du sens commun. Les encyclopédies nous expliquent même qu'un paradoxe est une figure de style, souvent utilisée par les philosophes, pour nous révéler la complexité inattendue de la réalité. Il peut aussi nous montrer les faiblesses de l'esprit humain et plus précisément son manque de discernement. Je crois que cela se passe de commentaires. Et Madame la Présidente, tout est dit dans cette formule. Et vous voir parler d'injonction paradoxale dès les premières pages des rapports de cette Assemblée plénière en dit long sur votre soudaine reconnaissance de l'absurdité du mode de gouvernance actuel de notre pays. Car oui, mes chers collègues, alors que nous allons débattre des orientations budgétaires pour 2015 dans quelques instants, aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe de vraies injonctions paradoxales en matière financière. Il est ainsi impossible de passer sous silence l'importance des coupes budgétaires de l'État dans les dotations aux collectivités locales, alors même que celles-ci détiennent la clé de la relance d'une économie aujourd'hui en crise par l'accompagnement des entreprises ou la relance de l'investissement public. Ce que vous condamniez hier et que vous appelez subtilement aujourd'hui une participation à l'effort national de redressement des finances publiques, Madame la Présidente, va nécessairement s'avérer contre-productif, et vous le savez, mais vous vous en apercevez peut-être un peu tard. Qui plus est, quand les baisses des dotations aux collectivités locales sont couplées à des transferts de compétences non compensés financièrement par l'État, il y a effectivement un deuxième paradoxe insoutenable pour les élus locaux qui ne savent désormais plus comment boucler les budgets de leur collectivité, alors que, de son côté, l'État ne fait que peu d'efforts en matière de fonctionnement, se contentant de ralentir la hausse de ses dépenses. Ces transferts non compensés, toutes les collectivités les rencontrent, et vous étiez bien la première à les dénoncer, de manière assez caricaturale, soit dit en passant, dans le cadre du transfert des lycées aux conseils régionaux. Que dire alors aujourd'hui, pour ne citer que cela, de la réforme des rythmes scolaires,
qui impose la prise en charge financière des temps périscolaires obligatoires aux communes ou aux intercommunalités, ou du transfert de l'instruction des permis de construire à ces mêmes EPCI dans le cadre de la loi ALUR. Naturellement, il y a une solution toute simple. Il suffit d'ailleurs d'écouter Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, qui affirme sans état d'âme que le dynamisme de la fiscalité locale saura très certainement trouver une réponse à la baisse des dotations d'État. Dynamisme de la fiscalité locale. Quel bel emballage cadeau pour dire simplement que la solution réside dans l'augmentation des impôts dans les territoires. C'est la poursuite de la bonne vieille méthode socialiste. Voyez-vous, dans la situation actuelle, Madame la Présidente, je parierais bien sur l'idée que vous seriez aussi tenté de suivre ce conseil avec gourmandise s'agissant de la taxe sur les cartes grises. D'autant plus que la dite taxe bourguignonne étant plus élevée que la même taxe franc-comtoise, l'avenir matrimonial de nos deux régions vous donnera un alibi tout trouvé pour lever quelques 15 ou 20 millions d'euros supplémentaires en les alignant. Alors, vous allez certainement dire que je suis mauvaise langue. Certes, en période préélectorale, une hausse d'impôts étant bien trop impopulaire, le recours à l'emprunt passera donc certainement beaucoup mieux jusqu'en 2016. Et à en lire vos prospectives budgétaires dans le tableau de la page 27, je crois quand même ne pas être trop loin du compte. Mais Sylvie Vermeillet reviendra tout à l'heure. Dans ce contexte, ce qui est pour le moins stupéfiant, pour ne pas dire à nouveau paradoxal, c'est la bonne vieille habitude du président de la République qui n'a pas hésité à prendre un nouvel engagement solennel jeudi dernier devant des téléspectateurs ébahis, promettant qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. Pensez-vous sincèrement que quelqu'un croit à cette annonce? Annoncer que 2015 verra la fin des hausses d'impôts, après nous avoir fait le coup de la pause fiscale en 2013, après le ras-le-bol fiscal souligné par Pierre Moscovici, est-ce encore crédible? Soit dit en passant, pendant les 15 derniers jours, et malgré l'arrivée de l'automne, les décisions liées à la fiscalité n'ont pour autant pas cessé de fleurir. 500 millions de hausse de l'impôt sur les sociétés, 300 millions de hausse de la taxe de séjour hôtelière, surtaxe de 20% pour les résidences secondaires qui sont en zone tendue, nous dit-on. Pérennisation de la hausse des droits de mutation, qui ne devait initialement durer que 2 ans et qui devient définitive. Et enfin, revalorisation forte des valeurs locatives, de plus 0,9%, bien plus forte que l'inflation, qui aura indéniablement beaucoup de peine à atteindre ce chiffre. Tout cela en seulement 15 jours. Alors que le président de la République annonce en même temps la fin des hausses d'impôts pour l'année 2015. De qui se moque-t-on? Alors, vous me direz naturellement qu'il s'agit de débats nationaux et qu'ils ne sont pas spécifiques à notre région. Sauf que cela touchera irrémédiablement les Francs-Comtois, que votre majorité plurielle est présumée soutenir et épauler au quotidien. Le problème, malheureusement, et vous nous en faites encore la démonstration ce matin, c'est votre soutien indéfectible à la politique nationale dans quasiment toutes les décisions politiques importantes de notre collectivité régionale. Vous voir foncer, amplifier, défendre et soutenir les projets, réformes, dispositifs et autres décisions du président de la République, alors même que nous constatons chaque jour qu'ils ont tous échoué dans la lutte contre le chômage et les déficits, cela constitue aussi une réelle inquiétude pour les Francs-Comtois. Ceux-là même qui vous ont pourtant élus pour soutenir les entreprises locales, leurs emplois en région Franche-Comté et la formation des apprenants dans notre territoire régional. Aujourd'hui, Madame la Présidente, vous voir soutenir les politiques de l'État et en même temps co-signer une tribune avec Martine Aubry, fustigeant la politique économique de François Hollande et de Manuel Valls, tout en vous défendant, par ailleurs, d'appartenir aux frondeurs socialistes, n'est-ce pas un brin paradoxal? N'est-il pas également paradoxal de vous voir, au nom des économies imposées par les injonctions budgétaires gouvernementales, programmer la fermeture ou la fusion de lycées franc-comtois, notamment dans un certain territoire haut-saônois, où vous vous opposez aujourd'hui à la fermeture d'un établissement pénitentiaire sous le prétexte particulièrement opportuniste de l'aménagement du territoire. À trop vouloir jouer avec la rhétorique, l'injonction, le paradoxe ou l'opportunisme, les Francs-Comtois risquent tout de même d'y perdre un peu leur latin. Et au sein même de votre majorité, Madame la Présidente, les événements récents nous montrent combien ce mode de gouvernance ne convainc plus, puisque vous avez dû faire face aux démissions successives d'Alain Le Tailleur et de Fanny Grandvoinet de votre exécutif, preuve d'un certain scepticisme quant à la politique que vous menez. D'ailleurs, le non-remplacement de votre vice-présidente à la démocratie participative
alors que ce sujet était au cœur de vos engagements électoraux, montre bien tout l'intérêt que vous portez à cette démarche citoyenne dès lors qu'elle vous encombre. Je ne manquerai pas non plus de saluer à cet instant la démarche courageuse de Jean-Paul Carteret, fervent défenseur des communes rurales, défilant avec son écharpe tricolore devant le Sénat contre le projet de réforme territoriale présenté par le Premier ministre, que votre majorité soutient par ailleurs. Alors, à l'heure du réchauffement climatique, une ère glaciaire très localisée vient peut-être de s'achever à l'avant-cour, libérant ainsi des élus ruraux qui auraient hiberné depuis le lancement de ce projet de loi. N'en déplaise également à nos collègues écologistes, l'article de l'Est républicain du 6 octobre dernier, où certains élus du groupe Europe Écologie Les Verts figurent en photo sous le titre « La fusion créerait un monstre », n'est pas sans nous faire penser que, oui, décidément, tout se dérègle. Même si nous savons que la composante verte de votre majorité n'a jamais hésité à faire valoir courageusement ses opinions dans cette enceinte, cette position apparemment partagée avec leurs collègues bourguignons prouve bien que l'injonction n'est pas forcément le meilleur moyen de convaincre du bien fondé d'une réforme dessinée sur un coin de table. Mais, dont acte, nous ne sommes pas sectaires, tous les soutiens sont les bienvenus. Car oui, mes chers collègues, il y a aussi une injonction paradoxale dans la manière dont la réforme territoriale qui va conduire à la fusion entre les régions Bourgogne et Franche-Comté est menée. Injonction, car la décision a été prise à Paris, sans aucune concertation, et que la carte de France des régions a été bricolée à l'Élysée avant d'être publiée sans vergogne sur les réseaux sociaux. Injonction, répercutée par les deux présidents des assemblées régionales de Bourgogne et de Franche-Comté, se voulant bons élèves du président de la République, reniant tout ce qu'ils avaient pu dire auparavant, mais qui n'ont pas pu résister à suivre l'appel de Manuel Valls en annonçant leur fiançailles, sans consulter personne, ni réfléchir à des alternatives pourtant plus séduisantes, telles qu'une région Grand Est ou une fusion entre les départements et les régions à périmètre constant. Paradoxe néanmoins, car l'avis populaire et politique s'avère finalement très partagé sur cette fusion à marche forcée, quelles que soient les obédiences politiques. Paradoxe, encore, lorsque le débat est lancé après la prise de décision, à l'encontre de l'opinion commune qui voudrait que l'on réfléchisse aux compétences avant de définir le périmètre. Nul ne pourra valablement contester que le bon sens aurait conduit à une réflexion approfondie avant une décision aussi importante, d'autant que le nanisme économique et démographique de la future région fusionnée sera probablement néfaste à toute compétitivité dans le schéma national et européen, tant nous serons surclassés économiquement et démographiquement. Comme je l'ai dit le 17 octobre dernier, Madame la Présidente, poser la question des conditions de la réussite de la fusion Bourgogne-Franche-Comté, après avoir pris la décision unilatérale de fusionner, cela s'apparente plus à une session de rattrapage, à la recherche désespérée d'un alibi, pour ne pas dire de la poudre aux yeux, plutôt qu'à une sincère consultation citoyenne. Lors de vos consultations citoyennes, justement, dont votre livre blanc se voudrait une restitution fidèle, beaucoup se sont élevés contre la précipitation qui conduira à l'immobilité dans ce dossier. Si j'emprunte cette phrase, c'est qu'elle a été prononcée à Vesoul, lors de la réunion de concertation avec les élus locaux, par Yves Crattinger, qui n'est pas moins que l'auteur du rapport sénatorial qui a servi de support à ce projet de réforme territoriale. Phrase qu'on ne retrouve pas, bizarrement, dans le livre blanc que vous nous proposez, comme d'autres avis contraires aux vôtres d'ailleurs, ni dans la presse, qui avait été opportunément conviée à ne pas assister à ces réunions avec les élus locaux. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais force est de constater que le contenu des contributions citoyennes de ce livre blanc est plutôt orienté, pour le peu que nous ayons écouté les discussions et prises de parole lors des réunions territoriales ou lu les commentaires sur le forum Internet que vous avez lancé. Il n'en ressort pas moins que le lancement de la consultation autour de la fusion Bourgogne-Franche-Comté, Madame la Présidente, à grand renfort de finances publiques, relève de la mascarade démocratique. Pardon de le répéter, mais la décision est déjà prise. Et on a par conséquent une petite idée de l'attention qui sera portée par Paris à toutes les contributions que vous voudrez bien subventionner. D'ailleurs, pour ceux qui en douteraient encore, il est regrettable qu'il n'ait pas pu assister à nos auditions cet été devant le rapport du texte à l'Assemblée nationale, tellement celui-ci semblait plus réceptif à son smartphone qu'à ce qu'on pouvait bien avoir à lui raconter. En outre, si par hasard, cette consultation devait servir à quelque chose dans le cadre du second texte, qui viendra en débat sur les compétences des collectivités, bien malin celui qui pourra dire si elle aura un quelconque poids, sachant que les décisions, les projets et même les lois changent tous les matins, à l'image de l'ex-future ancienne disparition programmée des départements, qui a changé 6 fois,
du revirement sur l'écotaxe ou sur la loi du flot. Or, aujourd'hui, en vous suivant, nous fusionnerons coûte que coûte, sans savoir quelles seront les compétences des futures régions, quelles seront les ressources, la fiscalité, les dotations, les économies d'échelle à réaliser, l'impact de la dette bourguignonne sur les francs-comtois. Nous fusionnerons sans savoir s'il y avait une taille critique de régions à atteindre dans la compétition européenne, comment seront gérés les fonds européens, puisque chacune de nos régions s'est vue attribuer leur gestion selon des ressources et des niveaux de chômage spécifiques, sans savoir quelle sera la place de l'État dans cette réforme, alors que tout le monde sait, et vous l'avez même reconnu ce matin, que l'efficacité des politiques publiques passe par la réduction des compétences croisées avec l'État et non pas entre les collectivités territoriales. Sans savoir enfin quelle sera la gouvernance de la future région, où seront regroupés les centres de décision, ni si la proportion d'élus de chaque territoire sera équitable au sein de la future Assemblée. Votre responsabilité est donc importante, Madame la Présidente, dans cette injonction paradoxale liée à la réforme territoriale, car il ne peut y avoir de réussite de la fusion Bourgogne-Franche-Comté sans réponse préalable à toutes ces questions que vous vous êtes bien gardé de poser avant d'embarquer les Francs-Comtois avec vous dans cette aventure à l'issue bien incertaine. Aujourd'hui, cette consultation vient bien tard, comme pour vous servir d'alibi dans une réforme qui verra notre région devoir subir les décisions, la fiscalité et la dette bourguignonne, faute de préparation préalable et à défaut d'un équilibre du nombre de sièges pour chaque région au sein de la future Assemblée fusionnée. Notre groupe persistera donc à nouveau, dans nos débats à suivre aujourd'hui, à demander à ce que le calendrier parlementaire soit modifié afin d'étudier les conditions d'une réforme territoriale cohérente que nous appelons toujours de nos vœux et qui n'oublie pas opportunément la place de l'État dans un nouveau schéma territorial, une réforme sans injonction paradoxale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kremer.